Kenya, responsables militaires et citoyens, rendent un dernier hommage à l'ancien président, Daniel Arap Moi. Décédé le mardi dernier à 95 ans, il reste celui qui a dirigé le pays d'une main de fer en 1978 et 2002. Rideau de fer baissé, habitants cloîtrés et patrouilles de soldats armés jusqu'aux dents à Buea, dans l'ouest anglophone du Cameroun, où une rébellion séparatiste sévit, la peur domine à l'avant-veille des législatives. Le président angolais, João Lourenço, a déclaré que son gouvernement s'efforçait de récupérer les fonds publics détournés dans son pays et dissimulés à l'étranger. Des propos tenus devant la chancelière allemande. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue. Responsables militaires et citoyens rendent un dernier hommage à l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, décédé le mardi dernier à 95 ans. Il reste celui qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1978 et 2002. Les obsèques nationales de l'ancien président kenyan Daniel Arap Moi, décédé mardi à l'âge de 95 ans, auront lieu le 11 février, a annoncé jeudi le gouvernement. Déjà ce samedi, sa dépouille sera exposée au public jusqu'au lundi au Parlement et les funérailles officielles auront lieu mardi au stade national de Nyayo à Nairobi. Daniel Arap Moi, qui a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, après avoir succédé au père de l'indépendance Jomo Kenyatta, lui-même père de l'actuel président Uhuru Kenyatta, à la mort de celui-ci en 1978. L'ancien président aura droit à des obsèques nationales avec les pleins honneurs civils et militaires, a annoncé Joseph Kinuya, le chef de la fonction publique. La journée de mardi a été déclarée fériée. Le long règne de Moi a été marqué par le durcissement d'une répression que menait Jomo Kenyatta, le musulman de la dissidence, des détentions arbitraires, des opposants torturés, la corruption. Un système de parti unique a été instauré en 1982. Le multipartisme n'a été rétabli qu'en 1992 sous la pression du clergé, de la société civile et de la communauté internationale. Mais il est aussi crédité d'avoir su maintenir le Kenya au petit nombre des États d'Afrique de l'Est en paix dans les années 90, alors que d'autres États sombraient dans le chaos, tels le Rwanda, le Burundi, la Somalie. La campagne électorale a démarré au Togo en vue de la présidentielle du 22 février. Une présidentielle qui opposera le président sortant Faure Gnassingbé, candidat à un 4e mandat à 6 autres postulants. Des affiches géantes du chef de l'État et de l'historique chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement étaient visibles dans le centre-ville et les grands axes de la capitale, proclamant Jean-Pierre Fabre la force du courage et de la détermination, ou croit en notre futur, allons-y fort. Mercredi soir, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Tchambakou Ayassor, a notamment rappelé que sont interdits les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote pour ce scrutin à 2 tours. Le ministre de la Sécurité, le général Yak Damham, a quant à lui mis en garde les éventuels fauteurs de troubles, alors que le pays a été secoué par de nombreuses manifestations populaires réclamant une alternance politique depuis 3 ans. Ceux qui ont décidé de ne pas prendre part à ces élections ont leur raison. Il faut qu'ils laissent les autres manifester leur désir de participer à ce scrutin. La loi de la République frappera de la manière qu'il faut, car nous avons besoin de la paix dans notre pays, a-t-il martelé. Une partie de l'opposition a l'intention de boycotter ce scrutin. La campagne électorale prendra fin le 20 février prochain et environ 10 000 gendarmes et policiers seront déployés à travers le pays pour assurer la sécurité du scrutin. Rideau de fer baissé, habitants cloîtrés et patrouilles de soldats armés jusqu'aux dents à Buea, dans l'ouest anglophone du Cameroun, où une rébellion séparatiste sévit, la peur domine, et ceci à l'avant-veille des législatives. Il y a des crises là-bas. La région ne sera pas créée, à mon avis, parce que hier à Mounia, il y a eu des coups de feu. Les gens ont quitté Mounia. Parfois. Et sur des kilomètres, il n'y a pas âme qui vive. Portes et volets des maisons sont inhabituellement fermées.
et les habitants ont déserté les jolies cours fleuries qu'ils apprécient tant d'ordinaire. Commerces et marchés sont quasiment vides. Toute la ville semble pétrifiée. Les séparatistes et l'armée s'affrontent dans des combats meurtriers depuis près de 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées par les minorités anglophones camerounaises. Les rebelles ont imposé des journées villes mortes dès jeudi. Leur objectif, empêcher les gens d'aller voter pour des élections législatives et municipales dimanche que le parti du président Paul Biya, au pouvoir depuis 37 ans, est assuré de remporter haut la main. Les élections ne vont pas ramener la paix. Le problème dont la région fait face n'est pas une affaire politique, n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas un problème lié aux élections. C'est un problème lié à l'état d'âme des Camerounais qui vivent dans cette partie du pays. C'est un problème lié à 30 ans de pouvoir. C'est un problème lié à la marginalisation. L'un des 2 principaux partis d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a appelé au boycott en invoquant notamment l'insécurité en zone anglophone. Ces 3 dernières semaines, en plus des exactions ordinaires des séparatistes et des militaires, un employé de la commission électorale a été kidnappé en local de l'institution incendiée, tout comme la maison d'un candidat, rapporte l'ONG Human Rights Watch, basée à Buea. Un convoi d'une équipe de campagne du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été mitraillé dans le nord-ouest par des séparatistes qui ont blessé 5 personnes. Les 2 régions comptent 4 millions d'habitants sur les 23 millions de Camerounais, très majoritairement francophones. Je l'annonçais en titre, Joao Lourenço a déclaré ce vendredi que son gouvernement réformiste s'efforçait de récupérer les fonds publics détournés en Angola et dissimulés à l'étranger, des propos tenus devant la chancelière allemande Angela Merkel. En janvier, la justice angolaise a accusé la milliardaire Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, de fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Avec le soutien de tous, la société civile et les institutions internationales spécialisées, nous mettons en application des initiatives pour combattre le blanchiment et pour récupérer les avoirs qui ont été constitués avec les ressources publiques ou transférés illégalement hors du pays, a déclaré Joao Lourenço. Il a affirmé que son gouvernement était déterminé à combattre la corruption dans ce pays riche en pétrole. Nous consolidons les fondations de l'état de droit où il n'y a pas d'impunité pour les actes de corruption, les pratiques de népotisme et de trafic d'influence, a-t-il assuré à Angela Merkel. Isabel dos Santos, qui a été consacrée par le magazine Forbes femme la plus riche d'Afrique en 2013, avec une fortune évaluée à 2,1 milliards de dollars, a édifié un impressionnant empire financier, investissant des actifs dans les groupes angolais et portugais. Le parquet angolais l'a accusée de détournement de fonds lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. Elle a été destituée de son poste après la démission de son père en 2017. Le consortium international des journalistes d'investigation, qui a mené une enquête sur l'origine de la fortune de Isabel dos Santos, l'a accusée de son côté d'avoir pillé les coffres de l'État pendant les presque 40 ans de présidence de son père. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières. Sophie Wilmès, Premier ministre belge, a participé ce vendredi à Kinshasa, à Lubumbashi plutôt, à la cérémonie de réouverture du consulat de Belgique. Le consulat avait été fermé par le régime de l'ancien président Kabila. La première ministre du gouvernement de Belgique en affaires courantes, Sophie Wilmès, a procédé vendredi matin à la réouverture officielle du consulat général belge à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Cette formalité, après une reprise des activités en janvier, marque la normalisation des relations diplomatiques entre les 2 pays. Depuis la cession au pouvoir de Félix Tshisekedi il y a 1 an, les différentes mesures prises par le gouvernement congolais en représailles aux critiques belges sur les reports des élections et à une révision fondamentale de la coopération belge début 2018 ont été levées. Parmi elles, la fermeture du consulat général de Belgique à Lubumbashi début février 2018 à la demande du gouvernement congolais. Eh bien, c'est un signe symbolique. C'est important parce que ça traduit en fait la volonté du pays belge et du pays du Congo de réchauffer nos relations, de repartir sur des bonnes bases, dans des relations plus fortes.
Ce consulat, c'est la porte d'entrée, c'est une des portes d'entrée vers la Belgique, une des portes d'entrée vers l'espace Schengen. Et donc, ceci est d'autant plus important de pouvoir matérialiser le souhait par des actions concrètes. Début 2017, les autorités congolaises avaient suspendu leur coopération militaire avec la Belgique en raison des critiques de Bruxelles contre le régime du président d'alors Joseph Kabila, qui s'était maintenu au pouvoir après la fin de son mandat en décembre 2016. En visite officielle en Belgique en septembre, Félix Tshisekedi avait souhaité une reprise de la coopération militaire. L'armée congolaise combat des dizaines de groupes armés dans plusieurs territoires de la région orientale, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. En 2019, au sein des observations finales concernant le 3e rapport périodique du Bénin, le Comité contre la torture des Nations Unies a adressé de nombreuses recommandations au pays concernant notamment la définition de la torture, l'irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture et autres. Des recommandations que le gouvernement doit mettre en œuvre. Un comité de suivi et de mise en œuvre des recommandations a animé une conférence de presse. Un enfant qui est attaché, qui est battu, c'est de la maltraitance. Mais là où cela pourrait constituer des actes de torture et va intéresser le comité contre la torture, c'est quand le gouvernement ne prend pas justement des mesures pour prévenir ces genres de situations, se faisant alors complice ou, au titre de la définition, tolérant alors ces genres de situations, ce qui rend ces actes finalement, face à l'État, responsables comme des actes de torture. Maintenant, les mauvais traitements relevés, c'est quand, par exemple, on arrête une personne et qu'on l'amène à la gendarmerie, le lieu est impropre à la vie humaine, à la détention humaine, mais on met la personne quand même en détention là-bas. L'agent qui l'a fait ne l'a pas fait intentionnellement. Le lieu était ainsi fait avant que l'agent ne soit peut-être muté à ce poste. On parle de conditions inhumaines. Donc, c'est les mauvais traitements. Et donc, dans ce sens-là, les mal intentionnels sautent. Et donc, sur les deux aspects, vous comprenez que ce soit, moi je suis du Togo, au Togo ou ici au Bénin, il y a des défis à relever par rapport à la protection des enfants contre ces genres de situations. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un très bon week-end à chacun et à tous.